Le plateau, bien que petit en taille et en population par rapport au reste d'Abidjan, représente le cœur battant de la ville. Cette enclave urbaine étroite de 2,5 km de long sur 1 km de large est un véritable point focal de l'activité économique, politique et administrative. Selon les données du dernier recensement en 2021, elle abrite environ 7186 âmes, une proportion infime par rapport aux 6 600 000 habitants de l'ensemble du district d'Abidjan. Ce quartier a une importance significative. C'est là que se concentrent les bureaux d'entreprise, les sièges sociaux, les administrations et les principales infrastructures commerciales. En fait, le plateau est souvent considéré comme le centre des affaires et le noyau financier non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais également pour toute la région francophone d'Afrique. Historiquement, c'est ici que la ville a pris racine, autour de laquelle les autres quartiers ont prospéré, mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Pour le moment, si vous vous promenez dans les rues du plateau, vous serez frappé par le paysage urbain dense et marqué par des hauts immeubles. Comme on le voit dans de nombreuses villes dynamiques, le plateau est animé en journée, attirant une population importante venue travailler ou pour des affaires. Mais une fois la nuit tombée, l'activité diminue considérablement et le quartier devient calme, accueillant principalement une minorité de population relativement aisée. Au début du XXe siècle, le plateau d'Abidjan était principalement habité par des petits villages, des pêcheurs appartenant à la communauté ébriée, tels que Anomabo, Cocody et Lokodjoro. Ces villages étaient isolés et peu touchés par l'influence française de l'époque. Pendant cette période, Grand-Bassam était la capitale coloniale. Cependant, des épidémies de fièvre jaune ont rendu la région de Grand-Bassam peu propice à une vie saine. C'est à ce moment-là que la mission Oudaï a exploré le plateau et ses baies lagunaires, proposant la création d'une ville saine et des liaisons vers l'intérieur des terres et la mer. Cette proposition a suscité l'intérêt du ministère des colonies et pendant que les travaux du chemin de fer débutaient en 1903, la capitale a été temporairement déplacée à Adjamé Santé, l'actuelle Bingerville, en attendant la mise en place de ces réseaux de transport. L'avancement du chemin de fer a été accompagné par des plans de développement pour la future ville. Rapidement, des services essentiels tels que les douanes, les postes, le télégraphe et le téléphone ont été établis, suivis par des institutions comme l'église catholique et l'armée. Le sort économique de la région a donc incité le déplacement des villages tamans pour les entreprises commerciales en 1904. L'année suivante, en 1905, plusieurs villages tels que Anomabo, Santé, Lokodjoro et Cocody ont été déplacés pour faciliter l'expansion urbaine planifiée. Cette expansion a forcé les autochtones, principalement des employés de commerce et des ouvriers, à se déplacer. En 1929, une ordonnance va expulser ces habitants, permettant ainsi l'occupation de la région par les Européens. Cela a ouvert la voie à l'établissement d'une ville européenne entre la baie du Banco et celle de Cocody. Cette enclave étant protégée par la présence de la lagune et des camps militaires. Ce processus de développement a donc suivi le schéma typique de création urbaine coloniale en Afrique, privilégiant ainsi l'autorité des gouverneurs, militaires et missionnaires au détriment des pouvoirs traditionnels locaux. L'objectif majeur était de bâtir une capitale robuste favorisant les échanges extérieurs, ce qui a engendré une séparation marquée entre les communautés selon des critères raciaux et résidentiels. La ville coloniale ainsi conçue était divisée en deux parties distinctes. Une zone européenne bien organisée, loin des quartiers moins favorisés et des villages indigènes, maintenus à distance par des zones tampons et des installations militaires. Les Tchamans se sont rassemblés à Anomabo, à Adjamé et sur les terres laissées par les colonisateurs au nord des camps militaires. La plupart des personnes d'origine africaine étrangère étaient regroupées à Anomabo, qui deviendra plus tard Treichville. Chaque jour, un bateau les amenait vers le plateau pour travailler ou faire des achats. Le plateau, pas encore désigné en ce moment-là comme la capitale, continuait à se préparer pour ce rôle en construisant des bâtiments adaptés. La construction du port en lagune a rencontré un problème inattendu. Au lieu d'aspirer le sable retiré du littoral, le trou sans fond créait l'effet inverse.
il a fallu trouver une autre solution et en juin 1912, on a suggéré de prolonger la ligne de chemin de fer d'Abidjan-Santé jusqu'à Petit Bassam et de construire un quai et un pont suspendu reliant Abidjan à la mer. Mais cette idée n'a pas convaincu le comité des travaux publics, alors une autre option a été proposée. Il s'agira alors de créer un canal reliant la lagune à la mer pour permettre le passage de gros navires. Ce projet a été choisi, mais les travaux ont été interrompus par le début de la Première Guerre mondiale, puis arrêtés à cause de l'opposition des commerçants. En 1920, l'Afrique occidentale française décide officiellement qu'Abidjan sera la capitale de la colonie. Un plan est adopté pour organiser et structurer la ville. Ce plan, publié cette même année-là, prévoit le tracé d'un Nomabo, du plateau et des Cocody selon des rues qui se croisent à angle droit. Les rues du plateau font 50 mètres de large, tandis que celles de la partie africaine ne font que 20 mètres. Cocody est désigné comme une sorte d'étoile d'araignée, séparée du plateau par une zone industrielle et comprenant une zone résidentielle. Le port est situé quant à lui dans la baie du Banco. Ce plan va stimuler la croissance de la ville. La construction des bâtiments publics va alors se développer rapidement. En 1931, les principaux édifices administratifs, sociaux et religieux sont terminés. La cathédrale Saint-Paul en 1913, l'hôpital central en 1918, l'institution Notre-Dame des Apôtres en 1930, le palais du gouverneur en 1932, le secrétariat général, les finances, les archives, le trésor, l'hôtel du parc en 1933, etc. Un pont métallique flottant de 8,50 mètres de large reliant le plateau à Nomabo est construit et inauguré en 1931. Il comprend une voie ferrée, une route pour les voitures et une voie piétonne. Dès 1935, le plateau ressemble déjà à un grand centre-ville plein de promesses. L'histoire du plateau à Abidjan est intimement liée à son rôle central dans le développement économique et administratif de la ville. Avec l'arrivée du chemin de fer, le plateau est rapidement devenu un pivot essentiel des réseaux commerciaux. Il était le point de départ et d'arrivée pour tous les échanges qui alimentaient la colonie, facilitant ainsi le commerce et les échanges entre l'intérieur des terres et la côte. Mais le tournant majeur est survenu en 1934 avec le transfert de la capitale à Abidjan et l'installation de l'administration coloniale au plateau. Cela va considérablement renforcer son attrait, attirant une affluence d'étrangers, notamment des investisseurs européens et des populations d'autres pays qui ont massivement investi dans le secteur du commerce, des banques et de l'immobilier. La construction du port entre 1951 et 1956, après le creusement du canal d'Evredi, a été un moment décisif. Ce port a consolidé le rôle d'Abidjan en tant que capitale économique. La proximité du port a attiré la plupart des entreprises comme un centre administratif et commercial majeur, reléguant progressivement ses fonctions résidentielles. À l'approche de l'indépendance, le plateau s'est structuré en différentes zones fonctionnelles, une zone administrative à l'ouest, un centre financier, une zone commerciale au sud et une zone résidentielle au nord-est. Pendant que la ville d'Abidjan s'étendait, le plateau lui s'est densifié avec la construction d'immeubles en hauteur. L'aménagement d'axes routiers majeurs reliant l'aéroport au plateau ainsi que l'ouverture de nouvelles voies à l'est et à l'ouest ont renforcé sa centralité, faisant du plateau un véritable quartier des affaires. Ce quartier a attiré les sièges sociaux des entreprises, suivis par les institutions gouvernementales. Cela a fait du plateau le centre névralgique de la Nouvelle République après l'indépendance en 1960, rassemblant les symboles du pouvoir tels que le palais présidentiel, les ministères, le palais de justice et l'Assemblée nationale. En 1980, le plateau a obtenu un statut administratif autonome en devenant une commune à part entière, accueillant successivement différents maires. Du statut de deuxième plus ancienne commune mixte de Côte d'Ivoire en 1935 à celui du district autonome d'Abidjan aujourd'hui a propulsé le plateau en tant que pôle majeur au sein de la ville d'Abidjan, consolidant son rôle en tant que centre économique et administratif. Aujourd'hui, le plateau reste le principal centre financier et administratif du pays. C'est un endroit très recherché où il est difficile de trouver des espaces à louer, de se déplacer ou de se garer. Il est entouré par la lagune ébriée et rassemble la plupart des activités économiques, financières, politiques et administratives du pays. En raison de sa saturation, les autorités ont tenté de déplacer certaines activités vers d'autres lieux. Pour la première fois alors, quelques projets immobiliers ont également commencé en dehors du plateau.
comme le centre commercial de CFAO Carrefour à Treichville, au sud de la lagune. Certains bâtiments vieillissants posaient des problèmes de sécurité, mais l'État de Côte d'Ivoire a alloué un budget de plus de 66 milliards de francs CFA pour rénover ces structures. Cela suggère que le plateau, contrairement à ce qu'on pourrait croire, restera le cœur des affaires de la capitale économique et du pays. Avec ses immeubles et tours, le plateau est considéré comme un symbole du progrès ivoirien des années Houphouët-Boigny en raison de son emplacement au bord de l'eau et de son architecture en hauteur, rappelant la célèbre ville américaine. La rue principale, l'avenue Joseph Anoma, est connue comme la rue des banques car elle abrite les sièges de nombreuses banques nationales, régionales et internationales, y compris la Banque africaine de développement rénovée il y a quelques années. Malgré la décision de déplacer la capitale à Yamoussoukro en 1983, la présidence de la République, l'Assemblée nationale et de grandes entreprises sont toujours basées au plateau. Cela montre que cet endroit reste un point crucial pour le pouvoir et les affaires, même si d'autres quartiers émergent comme de nouveaux centres d'activité. Malgré les défis actuels liés à la congestion dans la ville d'Abidjan et plus particulièrement dans la commune du Plateau, la mort de celle-ci n'est pas imminente. Des projets de nouveaux centres commerciaux, d'hôtels et de tours sont en cours pour donner une nouvelle image moderne à cette zone. Et si vous voulez savoir les futurs tours du Plateau qui promettent de redessiner la skyline abidjanaise en 2024, regardez cette vidéo.